À Monaco, l'un des grands combats du prince, c'est faire progresser la santé planétaire. Son bras armé, c'est la fondation qui porte son nom, une fondation dirigée depuis 2019 par un talentueux jeune monégasque qui doit relever 2 défis. D'abord, lever des fonds et ensuite savoir bien les investir pour un maximum d'impact. Nous avons voulu partir à la rencontre d'Olivier Venden. Ce quadra développe des méthodes innovantes depuis la Villa Belle Époque Girasol, un magnifique bâtiment érigé en 1880, mais qui, selon le souhait du prince, présente une haute performance énergétique. Bonjour monsieur, Yann-Anthony Nogues. Bienvenue à la Fondation. J'ai rendez-vous avec Olivier Venden. Je vous en prie. Très bien, merci. Une grande responsabilité qui vous est confiée, parce que vous êtes le vice-président, donc le prince est le président, vous êtes le vice-président et le CEO, Chief Executive Officer. C'est presque une entreprise en fait. Ça ressemble beaucoup à une start-up, vous avez tout à fait raison. Alors il y a aujourd'hui quand même 34 salariés à plein temps à la Villa, 11 bureaux dans le monde, tous bénévoles, c'est très important de le souligner. Ça nous permet à la fois de lever des fonds, c'est le nerf de la guerre, de mieux représenter le souverain à l'étranger et d'établir des partenariats utiles avec des universités, des laboratoires de recherche, des communautés locales et des entreprises également à l'étranger. Donc 11 bureaux, le dernier né étant Sao Paulo pour l'Amérique latine. La fondation compte 34 salariés, avec un pôle scientifique chargé d'identifier ou de construire des projets, avec des comptables, des juristes, mais aussi des communicants et des organisateurs de grands événements. On ne revient pas quand même de ce bâtiment, de cette villa Girasol. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Je vous propose d'aller découvrir un jardin d'hiver en plein cœur de Monte-Carlo. Un jardin d'hiver. Exactement, jardin d'hiver bibliothèque. Ouais. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin. Pièce exceptionnelle et unique en principauté, et semble-t-il, parce que nous avons mené un grand travail de rénovation avec les services du Palais Princier. Ce cuir débossé au mur serait unique en France. La deuxième pièce que l'on aurait découvert, c'était à Fontainebleau uniquement. C'est un travail de 2 ans de restauration de cette pièce, des plafonds à caissons, des vitraux, tout simplement uniques, et puis des bibliothèques cachées dans les menuiseries. Quel est le budget de votre fondation ? Alors, le budget de la fondation, c'est de 12 millions d'euros par an. D'accord. L'État monégasque... Que vous levez comment ? Alors, essentiellement pour l'heure, autour de 2 moyens. Un, des soirées de levée de fonds, donc des événements sociaux, des grands galas, des ventes aux enchères. 2, le mécénat d'entreprise qui commence à bien prendre, justement parce que nous avons créé nos propres programmes. Donc là, on a un effet de levier intéressant pour des entreprises européennes, notamment de grandes multinationales du secteur du luxe. Et puis, il y a un petit nouveau qui arrive pour continuer à diversifier au mieux nos sources de revenus, c'est le secteur privé. Donc on a lancé un fonds de private equity l'année dernière autour de la question de l'océan. C'est aussi, là encore, une manière pour nous de sécuriser des fonds, en l'occurrence sur une dizaine d'années, en partageant les carried interest et les taux d'intérêt générés par le fonds. On arrive à identifier des niches et des secteurs sur lesquels il n'y a encore que peu d'acteurs engagés. L'océan en particulier a vécu et vit toujours un manque de moyens absolument incroyable. En philanthropie, c'est moins de 1% de la philanthropie mondiale qui va sur l'océan. En termes d'investissement, World Economic Forum qui nous dit si on veut atteindre l'objectif 14, je porte la roue des 17 objectifs de développement durable, le 14e qui est dédié à la vie sous-marine, pour lequel le prince, pas tout seul, mais le prince est beaucoup battu pour qu'il existe. Il faudrait combien ? Il faudrait 175 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. 175 milliards de dollars par an. C'est une somme. On est à combien ? 2020, on avait investi 19 milliards en tout et pour tout. Donc le gap de financement est juste abyssal. Quand vous dites on, c'est-à-dire que toutes les initiatives cumulées, pour des protéger États, l'océan, chaque année, on est à moins de 20 milliards, il en faudrait 175. Ah non, on n'était pas chaque année, on était en tout. Au global. Oui. Donc on est très très loin du compte. Olivier Venden a rapidement compris que la philanthropie traditionnelle ne suffisait plus. Depuis 3 ans, il a amorcé un nouveau virage consistant à allier durabilité et rentabilité. Si on veut vraiment s'atteler à la triple crise que le monde connaît, donc climat, perte de biodiversité et les pollutions, incluant les pollutions plastiques, il faut impérativement embarquer l'industrie
embarquer le secteur privé, embarquer les fonds souverains, embarquer les fonds de pension et les grandes banques. Et comment on les embarque en leur disant que ça peut être rentable? Mais ce serait trop facile. Si vous ne faites que leur dire, ce serait trop facile et ça ne fonctionne pas. En parvenant à les convaincre. Exactement. Donc ça, c'est l'économie bleue. Alors, notamment pour la partie océan. Bien sûr, il y a l'économie verte où il y a beaucoup d'acteurs et l'économie bleue où il n'y a quasiment personne aujourd'hui. Ouais. On a parlé du gap de financement. Aujourd'hui, vous avez 43, 44 fonds bleus dans le monde, dont le nôtre, dont le ReOcean Fund, lancé par la Fondation en 2023. Ce sont des fonds autour de 100, 200 millions d'euros maximum, donc on reste à petite échelle, mais il faut bien prendre conscience que le pipeline d'entreprises, donc le nombre d'entreprises qui se lancent dans l'économie bleue, double tous les 2 ans. Donc c'est très très dynamique, mais c'est un marché naissant. Donc on ne peut pas encore dire qu'il faut investir des milliards dans l'économie. Donc c'est intéressant quand même, parce que bon, là on est dans ce jardin d'hiver de 1880, ce lieu exceptionnel à Monaco, mais vous avez une approche très moderne quand même. La philanthropie, ça ne suffit pas. Il faut avoir une approche business, oui. Donc il faut convaincre des partenaires industriels, des partenaires privés que d'investir dans le durable, ça peut rapporter de l'argent. Et comment ça rapporte de l'argent? Alors, je me souviens de l'initiative de Bertrand Piccard, qui je crois fait partie de la fondation, qui a plus de 1000 solutions pour la planète. Pour la planète. Exactement. Et de dire c'est rentable, d'œuvrer positivement pour la planète. Vous avez raison et tout l'enjeu est bien là. Ouais. Le problème de départ de notre monde et de la situation environnementale, c'est que l'environnement a très vite été disjoint de l'économie. Et d'un système donc, de philanthropie où on écrit des chèques à un système d'investissement d'impact qui veut dire que notre organisation, comme d'autres, allons investir dans un projet sur lequel nous attendons donc une rentabilité, un retour sur investissement, retour dont on fait ce que l'on veut, on peut le réinjecter dans cette solution, ou bien se dire cette somme va nous permettre d'investir et de financer des activités non rentables, comme une bourse d'études, comme un programme scientifique. Donc c'est là où je parle de cercle vertueux pour une fondation comme la nôtre, dans la gestion de ses ressources financières. Tout comme celle de la planète, les ressources de la fondation sont limitées. Il faut donc les gérer au mieux afin d'améliorer l'environnement et de faire évoluer les mentalités. Malheureusement, se contenter de dire aux gens « Attention, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan », eh bien ça ne suffit pas. Il faut ouvrir la voie à travers des projets qui montrent aux acteurs économiques qu'il est possible de faire du profit sans endommager notre planète. C'est intéressant, Olivier Venden, parce que votre profil, vous avez fait Sciences Po à Bordeaux, vous êtes allé à la Sorbonne, vous êtes passé par le Conseil national, par le gouvernement, les relations extérieures. Bien sûr. Et là maintenant, donc ça fait une dizaine d'années. 10 ans à la Fondation. 10 ans à la Fondation, et où il faut avoir quand même une compréhension des enjeux scientifiques, business, bien sûr, financier. C'est complet comme job quand même. C'est très complet, très épanouissant, je ne vous le cache pas. Et puis je reviens à ma question première, 34 membres de l'équipe aujourd'hui. Donc on a su diversifier, chacun à sa place. Et je rassure tout le monde. Et manager. Et manager aussi, ce qui est très, très stimulant. Je dois dire, avec une équipe vraiment remarquable que je salue. Et contribuer à porter la parole du prince. La Fondation œuvre à la fois pour les forêts et les océans. L'ambition de faire progresser la santé planétaire est un combat difficile. Les observateurs étrangers pointent régulièrement du doigt la forte urbanisation de la principauté et la grande quantité de manifestations internationales indispensables à l'économie très particulière d'un pays disposant d'un territoire réduit. Tous ces événements, toute cette réalité aussi économique, porte Monaco. On en a besoin. On a besoin du Grand Prix, on a besoin du Yacht Show, on a besoin de la construction pour faire ce qu'est Monaco aujourd'hui. Donc sans renier ces bases-là, en accord avec le Prince, on se tourne à présent vers l'avenir. Donc oui, comment rendre le sport automobile et automobile neutre en carbone, comment construire de manière plus responsable. Et là, on le voit bien avec Marée Terra, où tout a été entrepris aussi pour limiter au maximum l'impact sur le milieu marin, avec plutôt un bon succès. On a dû déplacer de la Posidonie. Je ne dis pas que c'est idéal de devoir le faire, mais vous l'avez bien rappelé, il y a des moments où il faut faire des compromis. En déplaçant cette Posidonie, elle a survécu à plus de 80%. Le Larvoto, c'est une aire marine protégée. En milieu urbain. En milieu urbain, il y en a très très peu sur Terre. C'est le prince Régnier III qui l'a instauré en 1975. On ne peut pas pêcher, on ne peut pas circuler en bateau. C'est pour la baignade pure, pour laisser justement respirer la biodiversité locale. On essaie justement d'améliorer les choses puisqu'il y a des activités nautiques. On est aussi une ville touristique.
pour promouvoir de la technologie propre. Donc des jet skis électriques, des bateaux électriques, ça on n'est pas loin de pouvoir le faire. Et je dirais une chose, c'est moins de pollution bien sûr, mais surtout moins de pollution sonore, notamment sous l'eau. Donc ça c'est assez novateur, on peut aisément devenir une première marina et destination touristique 100% propre. Vous avez fait un tour de force, racontez-moi ça, l'organisation du gala sur l'océan. C'est vrai que Ça, c'est un sacré pari d'Olivier Venden. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que vous êtes quand même jeune, encore, mais vous étiez encore plus jeune au moment où vous avez pris vos responsabilités de vice-président et de CEO. 38 ans. À 38 ans. Alors qu'à Monaco, ce n'est pas forcément place aux jeunes toujours. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu votre chance et qu'on vous a donné de telles responsabilités? Je dirais c'est d'abord une rencontre. Leonardo DiCaprio qui rencontre le prince de Monaco à New York et qui propose une collaboration autour d'une levée de fonds pour promouvoir les deux organisations. Et après, on a eu moins de 11 mois pour concevoir le projet. Donc l'idée, c'est de faire un gala sur les océans à Monaco pour lever des fonds. Voilà. Où on avait juste un accord verbal de gentleman agreement entre Leonardo DiCaprio et le souverain pour dire « Monseigneur, je serai à Monaco tel jour ». Une grande prise de risque. Il n'y avait jamais eu de gala pour les océans de cette ampleur? Alors, pour les océans dans le monde, non. En tout cas, pas de cette ampleur. En Principauté de Monaco, pas de gala de cette ampleur non plus. D'accord. Il a fallu quand même construire une cathédrale transparente de 22 mètres de hauteur sous plafond devant l'Opéra de Monte-Carlo, dans un espace extrêmement contraint, pendant le Yacht Show, en territoire SBM, donc en essayant de contenter tout le monde. Un investissement colossal, des rentrées d'argent superbe avant la soirée, mais tout allait dépendre de la vente aux enchères qui devait se dérouler ce soir-là. Donc je me rappelle encore très bien, le jour J, quitter mes bureaux, assez penaud, assez angoissé, en me disant peut-être que demain je n'ai plus d'emploi si la soirée se passe mal. Ça coûte combien d'organiser une soirée comme ça? De cette ampleur, la première année, on était à 4 millions d'euros. Ça, c'est l'organisation de la soirée. Et vous espérez, à travers la vente aux enchères, ramener combien? C'est toujours pareil, sur une première, vous espérez au minimum ne pas perdre d'argent et puis faire ce que d'autres ont pu faire, notamment aux États-Unis. Mais encore une fois, c'était des chiffres dont on n'avait aucune notion en Europe et à Monaco. 5h du matin, les résultats tombent de 2017. J'ai pu conserver mon emploi. On a levé 14 millions d'euros en 5 heures. Ça a été inouï, ça a été rapide, ça a été fulgurant, mais de là a découlé aussi problème de riche. C'est très vite, on a beaucoup d'argent que l'on doit, que l'on veut absolument réinvestir. Et donc c'est de là qu'on a commencé à travailler sur de nouvelles initiatives plus grandes, peut-être plus avec le secteur privé aussi. On a une meilleure notoriété, donc les entreprises ont voulu nous suivre, donc on a eu du mécénat. Quand je dis 4 millions d'euros la soirée, je rassure là encore, ce n'était pas que des deniers fondations, il y a eu des mécènes, des grandes maisons qui nous ont subventionnés. Il y a eu ce changement d'échelle qui s'est passé extrêmement rapidement. En 2 ans, on a vraiment fait un saut en termes de volume. À travers un pari dont Leonardo DiCaprio et le prince étaient à l'initiative, et vous avez été la cheville ouvrière. C'est ça. J'ai eu quelques cheveux blancs. Qu'est-ce qui vous anime? Je crois que c'est il y a un vrai plaisir. Je prends toujours plaisir à aller travailler au bout de 10 ans. Je vous dis, on a des équipes vraiment très déterminées, incroyables. On a plaisir à travailler ensemble, ce qui est déjà aujourd'hui assez rare, je crois, dans le monde en général de l'entreprise. On a une grande liberté d'action, avec de grands contrôles évidemment, une belle liberté d'action, une liberté de créer aussi, une liberté de prendre des risques. La contrepartie, c'est on doit lever les fonds nécessaires à l'accomplissement des envies, des ambitions et des initiatives. On le fait pour l'instant très bien et je touche du bois, ça continuera. Et on rencontre surtout des personnalités incroyables. Oui, parce que vous voyagez avec le souverain à travers le monde et j'imagine que vous rencontrez aussi bien des chefs d'État que des chefs de tribus dans des communautés dans le fin fond de l'Amazonie. C'est ça. C'est exactement ce qui se passe et c'est justement de ce dialogue hyper holistique, c'est-à-dire, comme vous dites, des chefs d'État, mais aussi un chef de peuple autochtone, un grand scientifique, des chefs d'entreprise qui ne partagent absolument pas le même discours, ni le même langage, ni les mêmes objectifs. Mais la même planète. Ils ont la même planète et on a vraiment ce sentiment d'être à la croisée de ces chemins. On arrive à peu près à les entendre tous et on essaie, du coup, parfois en prenant des risques, en tout cas en innovant,
de trouver des solutions qui puissent convenir à tout ce petit monde. Toujours guidé par la science, on croit en la science, mais maintenant, ça ne suffit pas d'entendre le scientifique. Et on parlait de cette incapacité à les entendre, à accepter leur discours. Comment transformer ce discours en actes? Et c'est là où vous avez besoin, bien sûr, du politique, qui a un temps à lui, les mandats électoraux, donc on voit certaines limites. Mais il faut aussi parler donc au chef d'entreprise qui lui a des contraintes très terrain, payer ses salariés, retour sur investissement pour les investisseurs et avoir de l'impact quand même. Et donc on essaie, et plutôt avec succès jusqu'à présent dans ce secteur très niche, l'économie bleue à notre place, d'avoir un réel impact et ça prend. C'est ça qui nous donne le matin l'envie de nous lever et puis de rester optimiste surtout parce que je ne vous cache pas que l'autre écueil, c'est d'être paralysé par l'ampleur des défis, le climat, la perte de biodiversité, la montée des eaux, la fonte des glaces. Et tous les jours, on prend notre dose de mauvaises nouvelles en fait. Donc il faut avancer pas à pas. On a défini un plan d'action sur 5 ans. On redéfinira l'année prochaine pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, redéployer les équipes et les finances pour un nouveau plan d'ici 2030. En bientôt 20 années d'existence, la Fondation a connu plusieurs grandes réussites, à commencer par son combat pour la protection du thon rouge, menacé par le développement de la pêche industrielle, est devenu un symbole de la fragilité de la biodiversité marine. C'est parti de Monaco. Oui, c'est parti là encore une fois. Les scientifiques. Les scientifiques alertent le prince Albert de Monaco, fin des années 2000, d'une situation hyper alarmante sur le thon rouge de Méditerranée. Il restait 2 ans de stock, pas plus. Ce qui voulait dire, au bout de 2 ans, plus d'espèces. Là, on était en quelle année 2008-2009. La fondation était toute jeune. Exactement, créée en 2006. Donc là, le prince, qu'est-ce qu'il a comme moyen d'action? Le prince de Monaco, qui est très visionnaire et qui prend les devants, accepte tout de suite d'aller très très loin. C'est-à-dire de demander l'interdiction, l'inscription plutôt de cette espèce sur une liste rouge. Ce qui voulait dire plus de pêche, plus de commerce. Lobbying incroyable de certains pays, notamment d'Asie. 1 tonne de thon rouge, c'était le prix d'une Ferrari. Donc il y avait effectivement une tendance et un intérêt économique à venir récupérer tous ces thons rouges. Ils étaient congelés en attendant que les marchés s'effondrent pour pouvoir revendre à plus haut coût. Donc on perd ce lobby, l'espèce n'est pas interdite de pêche. Cela étant, et parce que le prince de Monaco s'est saisi du dossier, les médias s'en sont emparés aussi. L'Union européenne a dû commencer à dire « Ah, il y a des quotas quand même, on les a peut-être pas si bien respectés. » Donc, parce que le problème, c'était des énormes filets de pêche de plusieurs kilomètres de long. Pêche industrielle. De pêche industrielle qui ramassaient tout. Y compris ces immenses thons rouges. Alors, pour le thon rouge, je ne vous demande pas, mais c'était une pêche industrielle, donc dévastatrice. Il a fallu aussi expliquer aux pêcheurs, attention, vous avez une vision à court terme, on comprend, il faut se réajuster, mais à long terme, si on ne fait pas cette action, il n'y aura plus du tout de pêche non plus. Voilà, ça a quand même pris. Et ça, c'est aussi la Fondation qui a pu accompagner, par le dialogue, ce travail auprès des pêcheurs. Mais ça, c'est un exemple concret de l'intervention du prince de Monaco, d'une action de Monaco, qui a eu un retentissement mondial. Et qui a permis de sauver une espèce, point. Et les stocks se sont reconstitués. Oui, bien sûr, en moins de 5 ans. La Fondation Prince Albert II a lancé un programme dédié aux futurs leaders en faveur de la planète. 10 jeunes scientifiques, entrepreneurs ou réalisateurs venus du monde entier suivent une formation pour leur permettre d'exploiter tout leur potentiel. Il s'agit d'un programme de coaching en leadership pour leur donner les outils et les techniques qui leur permettront de contribuer à changer le monde. Merci Olivier. Merci Anne Anthony. C'était passionnant de discuter avec vous. Vous avez un job extraordinaire et qui est utile. Très utile. Et vous vous éclatez. Quand même. Le président de la République française a demandé au prince Albert II d'organiser à Monaco un grand forum sur l'économie et la finance bleue dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Une véritable reconnaissance du travail et de l'impact de la Fondation du Prince, managée par le CEO Olivier Wenden.